Les réactions aux pourparlers russo-américains qui se tiendront cette semaine continuent de bouleverser les médias alors que Trump prône la résolution par le dialogue. Bruxelles et Kiev ne perdent pas l'espoir de changer l'agenda de la rencontre. Israël a tué une équipe de tournage de la chaîne Al Jazeera à Gaza avec la montée des tensions dans la zone de conflit. De plus en plus d'alliés se détournent de Tel Aviv. La République du Tchad célèbre aujourd'hui une date importante pour son peuple, le 65e anniversaire de la proclamation de son indépendance. Bonsoir à vous et bienvenue sur RT en français depuis Moscou. Le sommet Poutine-Trump attendu le 15 août reste en tête de l'actualité. Le président américain a donné une conférence de presse en partageant ses réflexions sur le déroulement possible de la réunion et ses attentes concernant la réunion. Plus de détails avec Igor Kourachenko. Il faut dire tout d'abord que le sommet Trump-Poutine reste sur la une de la presse internationale. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'enjeu de cet événement est vraiment capital pour la sécurité régionale, voire mondiale. Et aujourd'hui, la conférence de presse de Donald Trump a permis de clarifier certains points très importants concernant cette rencontre. Par exemple, en ce qui concerne le format de la rencontre, vous savez bien que l'Europe insiste sur la participation de Volodymyr Zelensky à ces pourparlers. Et là, dans ce contexte, c'est très important de voir ce que Donald Trump a dit. Il n'a pas confirmé son intention d'inviter Volodymyr Zelensky, mais en même temps, organiser une telle rencontre fait partie des intentions de Donald Trump. Écoutons. La prochaine réunion se fera entre Zelensky et Poutine, ou Zelensky, Poutine et moi. Je serai là s'ils en ont besoin, mais je veux qu'une rencontre soit organisée entre les deux dirigeants. Alors, l'autre aspect, c'est la question territoriale. Trump a dit qu'il va essayer de retourner à l'Ukraine certains territoires libérés par l'armée russe. Mais bien sûr, pas pour rien. Bien sûr que l'Ukraine devra, que Zelensky le veuille ou non, faire des concessions territoriales à la Russie. Mais Trump, dans ce contexte, a commenté les propos de Volodymyr Zelensky, qui évoque à chaque fois la Constitution lorsqu'il s'agit des concessions territoriale en disant que voilà, dans la Constitution, il y a de tels territoires qui appartiennent à l'Ukraine, donc je ne pourrais pas faire des concessions. Donc voici ce que Donald Trump en pense. Il a reçu l'aval d'entrer en guerre et de tuer tout le monde. Mais il a besoin d'un aval pour procéder à un échange de territoire. Car il y aura des échanges de territoire. Je le sais par la Russie et mes conversations avec tout le monde. Si pourparlers est le rôle médiateur des États-Unis, c'est la dernière chance pour la paix. C'est du moins ce que pense Donald Trump, qui n'exclut pas le retrait des États-Unis du processus de paix en Ukraine. Et si cela se produit, alors il sera beaucoup plus difficile de régler ce conflit, selon Donald Trump. Maintenant, il se peut que je parte en disant bonne chance, et ce sera la fin. Je peux le dire, rien ne sera réglé. Je veux dire que certains pensent que Poutine voulait toute l'Ukraine. Je suis d'ailleurs l'un d'entre eux, mais je pense que sans moi, il ne parlerait à personne d'autre en ce moment. Mais je vais le rencontrer, nous verrons quels sont les paramètres. Et ensuite, je vais appeler le président Zelensky et les dirigeants européens. Il faut dire aussi que les déclarations publiques du président américain laissent croire que Donald Trump, il maîtrise parfaitement bien le contexte actuel, mais aussi le contexte historique. Il sait qu'à chaque fois qu'il y a une menace existentielle pour la Russie, alors les Russes se battent jusqu'à la fin. Il a dit que la Russie a vaincu Napoléon et Hitler, mais on voit bien que, par exemple en Europe, il y a certains qui l'oublient en fait. Et si on parle de l'Europe, il faut bien dire que cette rencontre est déjà une douche froide pour la classe dirigeante en Europe. Il faut bien dire que Bruxelles insiste sur la participation de Volodymyr Zelensky à ces négociations. De toute évidence, pour l'Europe, c'est actuellement l'objectif numéro 1, assurer la place de Volodymyr Zelensky à ces négociations. Et c'est d'ailleurs la meilleure illustration des doubles standards de l'Europe, car vous vous souvenez, par exemple, Macron ou Starmer ou Zelensky rencontraient Donald Trump et personne ne se souciait
nié de la participation de la Russie. Personne n'a dit que le conflit russo-ukrainien doit être résolu avec la Russie, avec la participation de Moscou à ces négociations. Alors, pourquoi autant de bruit et d'inquiétude? Il faut dire que cette rencontre sera une excellente occasion pour le pouvoir russe de livrer la position de la Russie telle qu'elle est au président américain. Une position, il faut bien le dire, fondée sur le droit international et sur la situation sur le terrain. En revanche, Bruxelles, il insiste sur le fait que les changements de frontières en Europe sont inacceptables. L'unité transatlantique, le soutien de l'Ukraine et la pression sur la Russie, c'est ainsi que nous mettrons fin à cette guerre et empêcherons la future agression russe en Europe. Sauf que, c'est l'Europe qui applaudissait la désintégration de la Yougoslavie et c'est l'Europe qui insiste sur la reconnaissance de Kosovo. Donc, une illustration de plus des doubles standards de Bruxelles. Mais si les Européens sont inquiets, Kiev semble être en panique. Zelensky a eu plusieurs conversations téléphoniques avec les dirigeants européens et non européens. Il publie de nouveau les images des soi-disant attaques russes contre la population civile et d'ailleurs c'est déjà le scénario très connu de tous à chaque fois qu'il y a un événement très important. Il y a toujours des soi-disant attaques russes contre la population civile ukrainienne. Mais en même temps, il faut bien dire que Zelensky semble ne pas être prêt à chercher un compromis. Il insiste toujours sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine alors que je vous rappelle que la population des territoires libérés par l'armée russe s'est exprimée clair et net en faveur du rattachement à la Russie. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la situation sur le terrain n'est surtout pas en faveur de Kiev, comme l'a déclaré tout juste récemment Vladimir Poutine. L'armée russe est à l'offensive sur toute la ligne de front, mais en même temps, Zelensky n'est pas prêt à faire des compromis. La peur et les concessions ne rendent pas la vie des nations sûres. Les velléités russes de décider du sort de territoires ukrainiens resteront des désirs tant que les Ukrainiens resteront côte à côte et aideront l'armée et l'État. Il est important de rappeler que la Russie elle-même n'est pas opposée à la participation de l'Europe à la table de négociation pour peu que l'Europe soit prête à chercher un compromis, il faut bien dire, sur la base de la situation actuelle sur la ligne de front. Mais pour l'instant, on voit bien que ce n'est pas encore le cas. L'opinion publique polonaise s'est indignée après qu'un drapeau rouge et noir de Bandera a été brandi lors d'un concert de l'artiste biélorusse Max Korch à Varsovie. Le drapeau a été déployé au milieu des spectateurs réunis au Stade national de Varsovie. Les images du concert, où le drapeau était visible, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et ont suscité une vague d'indignation parmi les Polonais. Dariusz Matecki, député du PES à la Diète polonaise, la chambre basse du Parlement, a saisi le parquet en vertu de l'article du code pénal polonais relatif à la propagande du nazisme, du communisme, du fascisme et d'un autre système totalitaire. Vous avez la force de gueuler dans un stade polonais avec le drapeau des assassins d'enfants génocidaires, mais vous n'avez pas la force de défendre votre patrie, dégagée de Pologne. Stepan Bandera est un complice nazi et le chef de l'organisation des nationalistes ukrainiens, reconnu comme extrémiste et interdit dans plusieurs pays. La Pologne et l'Ukraine ont des avis divergents sur le rôle de cette organisation depuis de nombreuses années. Si les nazis sont célébrés en Ukraine, du côté polonais, l'organisation des nationalistes ukrainiens est un acte de génocide unilatéral qui mérite une condamnation inconditionnelle. C'est tout simplement absurde d'arriver en Ukraine et d'être accueilli par des gens portant des brassards aux couleurs du drapeau bandériste, avec des accolades et des mots de gratitude. Je dis que nous ne pouvons pas accepter cela et ils haussent les épaules et me demandent « Que voulez-vous dire ?» Des questions historiques complexes entourent la collaboration des nationalistes ukrainiens avec l'Allemagne nazie et leur participation à l'Holocauste. Selon l'ex-président polonais, Kiev a de nombreux problèmes avec son passé, durant la Seconde Guerre mondiale, notamment les activités des unités SS avec les Ukrainiens, ainsi que les problèmes relationnels entre Ukrainiens et Juifs à cette époque. 5 employés de la chaîne de télévision Al Jazeera à Gaza ont été tués lors d'une frappe aérienne de Tsahal. Israël affirmait depuis longtemps qu'un des journalistes était lié au Hamas. Dans le même temps, Netanyahou durcit le ton concernant la prise de contrôle de la ville de Gaza. Une frappe aérienne ciblée de l'armée israélienne a touché l'attente des journalistes d'Al Jazeera.
Dans la bande de Gaza, près de l'hôpital Al-Shifa, toute l'équipe de tournage de la chaîne a été tuée dans l'attaque. Les journalistes Anas Al-Sharif et Mohamed Kraïké, deux caméramans et un chauffeur, se trouvaient dans la tente réservée aux représentants des médias. Al Jazeera condamne le meurtre des correspondants Anas Al-Sharif et Mohamed Kraïké, des caméramens Ibrahim Zaher et Mohamed Aliwa et de leur assistant Mohamed Noufal, le qualifiant de tentative désespérée de faire taire les voix dénonçant la prise imminente et l'occupation de Gaza. L'armée israélienne a revendiqué la responsabilité des derniers meurtres de journalistes d'Al Jazeera, insistant sur leur affiliation au Hamas. Tsahal affirme qu'Anas Al-Sharif était membre du groupe radical. Israël avait précédemment divulgué des informations et des documents trouvés à Gaza, confirmant son lien avec le Hamas. Al Jazeera a fermement rejeté ces allégations, qualifiant ces accusations de tentatives visant à réduire au silence les journalistes travaillant à Gaza. Al-Sharif était le chef d'une cellule terroriste du Hamas et préparait des attaques de roquettes contre les troupes et les civils israéliens. Les renseignements et les documents saisis à Gaza, notamment des listes d'effectifs et d'entraînement des terroristes, des relevés de salaire, prouvent qu'il était un agent du Hamas intégré à Al Jazeera. L'escalade militaire dans la bande de Gaza s'intensifie. Avec ses nouveaux objectifs de guerre, Israël entend prendre le contrôle total de la plus grande ville de l'enclave, ce qu'il n'avait pas réussi à faire initialement. Le nombre de Palestiniens tués est passé à plus de 61 000 depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités de santé de Gaza. De son côté, Benyamin Netanyahou est très confiant et mène une offensive médiatique promettant une victoire rapide. Je suis déterminé à finir la guerre par notre victoire, et précisément parce que je suis conscient du grand effort des réservistes. Je cherche à la terminer le plus vite possible. Par conséquent, j'ai ordonné à Tsahal de réduire les délais de la prise du contrôle de la ville de Gaza. La poursuite de l'escalade dans la zone de conflit israélo-palestinien vaut à Tel Aviv une mauvaise réputation croissante, lui faisant perdre de plus en plus d'alliés. Ainsi, face aux nouvelles offensives imminentes d'Israël, l'Allemagne a l'intention de mettre fin à ses livraisons d'armes. Selon la presse française, Emmanuel Macron dénonce le plan israélien pour Gaza, un désastre annoncé d'une gravité sans précédent. Cependant, Washington reste le seul allié qui protège encore Israël d'une réaction internationale condamnant les actions d'Israël. Combien de Palestiniens doivent encore mourir avant que ce massacre inhumain ne prenne fin? Combien de temps ceux qui soutiennent constamment et entièrement Israël et empêchent le Conseil de sécurité d'agir fermeront-ils les yeux sur cette situation de non-droit? Le Conseil de sécurité de l'ONU est obligé d'empêcher un tel scénario. J'espère que Washington en prendra enfin conscience. Il nous semble que pour l'instant, en dépit des promesses du département d'État de poursuivre des efforts diplomatiques concrets et sérieux pour mettre fin aux souffrances à Gaza, libérer les otages et parvenir à une paix permanente, les États-Unis s'en lavent les mains et accordent à Jérusalem-Ouest carte blanche pour une totale liberté d'action à Gaza. La récente décision du Knesset d'annexer la Cisjordanie souligne une nouvelle fois l'importance d'un règlement à deux États. Israël attaque sur tous les fronts et souhaite renforcer son contrôle sur les territoires palestiniens. Cependant, lorsque les aventures militaires prennent le pas sur la diplomatie, ce sont toujours les populations civiles qui en subissent les conséquences les plus lourdes. Actualité africaine à présent, le 11 août, le Tchad célèbre sa fête nationale, la fête de l'indépendance. À cette occasion, le président s'est adressé à la nation. Il y a 65 ans, le peuple tchadien a défendu son droit à la liberté et à la souveraineté en se débarrassant de l'oppression coloniale française. La France avait commencé à coloniser le territoire africain de la région du lac Tchad en 1999. En 1910, le territoire a été annexé à l'Afrique équatoriale française et en 1913, les troupes françaises ont supprimé les dernières poches de résistance. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque le début de l'effondrement du système colonial. En 1946, le Tchad reçoit le statut de territoire français d'outre-mer et en 1958, celui de république à autonomie limitée au sein de la communauté française. C'est à cette époque que les premiers partis politiques apparaissent dans le pays et que le peuple commence à exprimer sa volonté de se débarrasser de l'oppression française. François Tambalbaye est le premier président de la République renouvelé et libre.
Tchadiens, nous voici au seuil de l'indépendance. Dans quelques minutes, notre peuple aura gagné le droit de disposer de lui-même, le droit de choisir lui-même sa propre voie, droit de figurer parmi les concerts de nations, égales en dignité aux plus grandes. Nous sommes fiers et joyeux en cet instant unique. Nous sommes aussi résolus et décidés. Un peuple majeur se fait respecter, mais il n'oublie pas ses devoirs. Devoirs civiques du travail et de la discipline, devoirs d'honneur, du respect des alliances et des amitiés. Une nouvelle journée va commencer. La République du Tchad souveraine n'oubliera pas qu'elle est grande et qu'elle est belle. Hier, le 10 août, le président de la République en exercice a prononcé un discours. Comme chaque année, en l'honneur d'une date d'importance nationale, il s'est adressé à la nation en soulignant la nécessité de préserver l'indépendance du pays. La question du terrorisme dans le Sahel a également été évoquée dans ce discours. Le chef de l'État exprimant son soutien aux actions de ses voisins de l'AES. Nous comprenons et soutenons le combat existentiel que mènent nos frères et sœurs des pays du Sahel contre le terrorisme. Notre indépendance a un prix et un sens. Le sang et les larmes de nos ancêtres. Elle ne doit pas être un souvenir figé dans le passé, mais une flamme vivante qui nous pousse à rejeter toute forme de soumission et d'où qu'elle vienne. Les relations diplomatiques entre l'URSS et le Tchad ont été établies le 24 novembre 1964. Les relations russo-tchadiennes actuelles sont dynamiques et se développent sur la base des principes d'égalité, de bénéfices mutuels et de respect. Et c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux XVK, Telegram, tout l'univers numérique de RT en français. Prochain point sur l'actualité dans une trentaine de minutes.